Pour moi, c'est l'Esprit Saint qui en fait me parle et me guide dans ma vie et me fait voilà, agir au service du Christ. Alors, justement, hein, on a entendu donc le choix de se mettre au service d'eux. Mais plus précisément, comment est-ce que tu as ressenti cet appel d'être leader au service de quelque chose? Comment est-ce que tu l'as exprimé? Comment c'est arrivé? Est-ce que c'est ton histoire personnelle? Quel choix également tu as posé pour voilà, cet appel? Alors le côté leader, c'est, je pense que c'est voilà, c'est probablement un mix d'éducation, de scoutisme, et puis après de tempérament. Et moi j'ai toujours eu un tempérament assez positif, entreprenant, petit. Et donc, ce qui m'a marqué petit, c'est qu'en fait, j'étais extrêmement curieux et j'aimais en fait lancer des initiatives parfois malheureuses, mais bon, je lançais. Et puis après, on voyait ce que ça donnait. Et donc, cet aspect leadership, c'est peut-être aussi une forme de confiance en fait naturelle qui s'est progressivement développée en se rendant compte que autour de soi, en fait, les gens reçoivent en fait la confiance qu'on a nous-mêmes en nous comme un carburant qui va les animer. Et ça, je me suis vite rendu compte que moi, ma confiance nourrissait les autres. Et donc, ça nous positionne à la fois en, comment dirais-je, en inspirateur. Voilà, on va donner des idées et donc forcément aussi en responsabilité, parce que on a comment dirais-je, une responsabilité vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Donc le leader serviteur, je trouve que c'est ça, cet équilibre assez subtil entre le fait d'essayer de lancer des initiatives, de guider les autres, et pour pas tomber dans un ego qui nous amènerait à nous dire j'ai du pouvoir, je peux faire ce que je veux, eh bien le fait d'avoir cette position de serviteur ramène tout le temps la personne, enfin son positionnement à un équilibre assez sain finalement et de positionnement juste dans cette relation aux autres. D'accord. Alors, tu parlais de la relation aux autres et effectivement, dans ton parcours, ton positionnement des chefs d'entreprise et d'entrepreneurs, il n'a de sens que s'il y a un autre et que si on va vers l'ouverture. Et tu nous as expliqué que toi, tu as poussé assez loin cette idée-là, puisque tu as créé des ateliers professionnels en prison qui ont duré plusieurs années. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça a représenté pour toi? Ça a représenté justement une aventure incroyable, mais avec... Est-ce que tu peux peut-être, dans un premier temps, excuse-moi, nous expliquer comment concrètement ça s'est organisé, pour ensuite nous exposer peut-être l'expérience que tu en as tirée? Alors, en fait, je n'ai pas cherché à créer un atelier dans une prison. J'ai un ami qui m'a parlé d'une expérience qu'il avait lui-même mis en œuvre. Et quand il m'en a parlé, ça a été lumineux pour moi. Je me suis dit, ça c'est mon côté curiosité et envie de faire des choses. Je me suis dit, mais c'est génial ce qu'il fait. Je vais le faire. Et c'est là que ça commence. Et c'est là que c'est un vrai problème, un vrai enjeu. C'est qu'en fait, il faut convaincre les autres. Et donc je suis allé visiter son atelier dans une prison. Et en plus de ça, pour rendre les choses simples, cet atelier, je l'ai créé dans une maison centrale. Une maison centrale, ce sont des prisonniers sur des peines longues.
avec des gens qui sont condamnés à des peines vraiment assez longues, enfin très longues même. Et le soir du jour où j'ai visité la prison, je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma femme et mes enfants, aujourd'hui j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie. Alors là, ils étaient tous en train de se dire qu'est-ce qu'il a encore fait. Je suis allé en prison. Et alors là, c'est pareil, c'était ah bon, mais en prison, mais pourquoi? T'as pas eu peur? Je dis non, j'ai pas eu peur. Et je leur ai raconté l'histoire. Et c'est vrai que j'avais jamais été en prison, et je me suis rendu compte que autour de moi, quand j'en ai parlé dans mon entreprise, aucun de mes collaborateurs ne savait ce que c'était que la prison. Et les réflexions fusées, c'était, de toute façon, s'ils ont été condamnés, c'est qu'ils le méritent. Et nous, pourquoi on s'en occuperait? Et là, j'ai commencé à développer des petits arguments du type, ouais, mais ils ont été condamnés, pourquoi nous, on les condamnerait une deuxième fois? Et puis je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas et qu'il y avait un gros enjeu de conviction, que si jamais j'avais pas l'entreprise qui était derrière moi sur le projet, ça ne se ferait pas. Et donc là, j'ai mis, et je suis pas très bon, mais j'ai mis 9 mois pour convaincre mes collaborateurs qu'il fallait tenter l'aventure. Et donc on a organisé des petits ateliers où on répondait aux questions. On a fait venir la directrice des affaires pénitentiaires de la prison dans l'entreprise pour répondre à toutes les questions que les gens se posaient. Et puis il y a un moment où je me suis dit, go, on y va. Et là, on a ouvert donc un atelier, c'est-à-dire que c'est pas un prisonnier qui vient chez nous, c'est nous qui, au sein de la prison, amenons tous les équipements, le stock, pour pouvoir organiser une production, parce que c'était une production, donc en l'occurrence du câblage de cartes électroniques, donc avec un niveau de technicité qui était là aussi un vrai enjeu, parce qu'en face de nous, en fait, on ne savait pas qui allait travailler pour nous. Donc, petit process de recrutement. J'allais dire, il y a un recrutement, donc. Oui, on a mis une annonce dans la prison. Et puis voilà, cherche quelqu'un de méticuleux, débrouillard. Et puis alors le recrutement, donc j'y suis allé avec un collaborateur qui a porté le projet organisationnel. Et là, Charles me dit comment on va faire pour recruter? Je dis j'en sais rien. En fait, on va voir les gars qui vont passer. Alors ils étaient tous, je vous le rappelle, condamnés à des peines lourdes, tremblants comme des feuilles et venant devant nous. En plus, l'organisation de la prison, c'est quand même c'est lourd. Donc on était 6 ou 7 alignés sur une table. Et puis les gars, ils arrivaient comme ça devant nous. C'était un peu tribunal quand même. Et moi, je me suis rendu compte que la première chose à faire, c'était essayer de les rassurer, pour leur dire, il n'y a pas d'enjeu, on va parler. Et Charles me dit, bon, mais comment on fait? Et je lui dis, c'était la phrase que j'avais trouvée à ce moment-là. Je lui dis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on prendra celui qui a l'œil qui brille quand on lui parle de notre métier. Quand on lui parle de ce qu'on fait, s'il y en a un, on voit que ça pétille, c'est lui qu'on prendra. Et donc, on a fait notre petit... on a noté tous les profils des gens qu'on voyait. Et à la fin, à la sortie, je dis, allez Charles, on compare nos... Et en fait, on avait mis exactement le même classement. Et surtout, on avait choisi un parmi les autres. Et ce un parmi les autres, c'était Jésus. Jésus, c'était donc son prénom. Et c'était son prénom. Et en fait... je ne le savais pas. Et 2 mois après avoir lancé ça, avoir recruté Jésus, dans une prison, les gens s'appellent tous Monsieur machin, Madame machin. Donc voilà. Donc il n'y a pas de prénom. Ils sont pas. C'est très très protocolaire. Et donc, mon Charles dit, dans une réunion de collaborateurs, il dit, voilà, Pierre, est-ce que je peux prendre la parole? J'aimerais dire un petit mot au sujet de la prison. Et moi, je suis dans mon entreprise, et comme les vôtres, donc il y a de tout dans notre entreprise.
Et Charles dit devant tout le monde, bon, je vais vous parler de la prison. Ou plutôt non, aujourd'hui, comme dans l'évangile selon saint Matthieu, je vais vous parler de Jésus. Et alors là, les gens étaient un peu interloqués. Et il dit, oui, parce que Jésus est parmi nous. Et personne ne comprenait rien. Et donc, à ce moment-là, Charles dit, oui, Jésus est parmi nous parce que notre détenu s'appelle Jésus. Et en fait, c'était pas son vrai prénom, mais ils ont tous des prénoms qui deviennent des prénoms d'usage. Et donc, tout le monde l'appelait Jésus. Et de fait, quand on a vu Jésus arriver à l'entretien, Jésus avait les cheveux longs, une barbe comme ça, mais vraiment, et un t-shirt qui porte depuis condamné à perpétuité, vraie perpétuité, je suis innocent. Et donc on a recruté Jésus. Voilà. Et donc, les gens savent qu'on s'est lancé dans cette aventure, mais finalement ne sont pas en lien avec la prison. Mais il faut forcément aller à la fois approvisionner et récupérer les produits avec des protocoles évidemment, et en plus former Jésus. Donc il a fallu qu'on trouve la personne qui acceptait, et voilà. Et ça s'est fait, et j'ai vu un collaborateur véritablement se transformer complètement dans cette mission qu'il a portée. Et là il y avait vraiment une subsidiarité en action, et il s'est découvert des talents justement de formateur. À cette occasion, il a demandé à être formé pour ça. Et donc, il a formé Jésus. Jésus, c'est un vrai bricoleur qui nous a fabriqué un certain nombre de produits. Bon, on a reçu des labels PEPS, donc produits en prison, mais nos produits étaient pas de super qualité, donc il a vraiment fallu que... en fait, ça prend beaucoup de temps, notamment en formation. Il y a beaucoup de défauts, donc il faut reprendre pour avoir des produits qui, après, parce que tous ces produits étaient vendus après à nos clients, pour avoir... Donc, en fait, ça n'a jamais été une opération rentable économiquement. Par contre, sur le plan humain, en fait, tout le monde s'est intéressé à ce qui se passait dans la prison. Donc on a décidé après d'en recruter un deuxième. Et là, le deuxième, c'était un caïd qui avait écrit un livre sur toutes ces... Donc cambrioleurs, proxénètes, trafiquants de drogue, meurtriers. Enfin, il avait vraiment... Donc lui, il avait écopé de 25 ans de prison, mais il avait été plusieurs fois incarcéré. Et lui, c'était un malin qui, en fait, a essayé de me, comment dirais-je, de profiter un petit peu du projet. Et bon, je me suis un peu rendu compte de ça, et assez vite, ça s'est tendu. Et assez vite, j'ai dû lui dire, écoute, non, c'est terminé, moi, j'arrête les frais, ça va pas du tout. Et donc, j'ai dû mettre un terme à son contrat. Et là, ça a été chaud quand même. Parce que, bon, en fait, quand on est en prison, on est dans l'univers carcéral, on est avec les détenus. Et c'est quand même un peu tendu par moment. Donc, ça s'est dégradé avec lui. J'ai mis un terme à son contrat. Et il avait une vraie influence sur Jésus aussi. Il l'influençait... et progressivement, la relation avec Jésus s'est dégradée, et Jésus ne travaillait plus du tout. Donc moi, je venais le voir régulièrement, parce que moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps à aller en prison pour, au départ, beaucoup discuter, y compris 2 fois, avec Jésus. Et on a passé beaucoup de temps à parler justement de sa foi et de la mienne, et à partager là-dessus. Mais quand on est il était depuis plus de 20 ans, 25 ans en prison, on est cabossé, et en fait, il y a des hauts, et il y a des moments de partage, et il y a des vrais bas qui durent. Et en fait... j'ai pas réussi à comment dirais-je,
avec l'un comme avec l'autre, à leur expliquer que tout ce qu'on faisait, c'était pour eux et pas pour nous. Et en fait, qu'on ne maîtrisait pas toutes les règles, et qu'il y avait derrière une machine judiciaire quand même, qui prenait en compte tout leur passé, etc., et les jugements qui avaient été rendus, et il y a les parties civiles, etc. Donc, même si nous, on apportait un petit peu d'espoir, un petit peu de sens à leur vie à ce moment-là, pour leur rendre une dignité, c'est comme ça que moi je l'ai vu. Et ben, ça a duré 4 ans, et puis au bout de 4 ans, j'ai décidé de tout arrêter parce que c'était devenu impossible. Et en fait, tout le monde me disait depuis 1 an, mais Pierre, mais pourquoi tu continues? Arrête. Ça te pourrit la vie. Bon, voilà. Et donc, en plus, voilà, j'avais été appelé aux EDC. Enfin, il y avait, enfin, c'était pas la raison, mais en fait, j'avais beaucoup d'enjeux, en fait, et là, je passais beaucoup de temps à ça, et en fait, avec beaucoup de freins et de blocages, donc j'ai décidé d'arrêter. En fait, c'est une leçon de modestie. Ah ben, oui, parce que en fait, quand moi, je considère que voilà, ça a été une vraie réussite en termes de transformation de l'entreprise, parce que en fait, ça a permis d'ouvrir les cœurs de mes collaborateurs qui n'avaient jamais pensé qu'il fallait qu'on s'intéresse à cette fragilité-là dans un lieu qui était juste à côté de chez nous, qu'ils ignoraient bien volontairement parce qu'il ne fallait surtout pas en parler, et c'était bien comme ça. Et le fait de les forcer à s'y intéresser, ça a vraiment changé le regard. Et le changement de regard d'un collaborateur, c'est une porte, c'est une promesse vers autre chose. Et en fait, je pense que ça aussi, ça permet de créer des liens avec ses collaborateurs quand on va les chercher sur des sujets comme ça, qui dépassent en fait le lien du contrat de travail. Alors, il y a plein d'autres histoires aussi, évidemment. Mais là, on est sur des sujets où on est désintéressé, et à chaque fois je disais, mais voilà, on va lui rendre une dignité, et ça résonnait pour eux quand même. Oui, alors c'est vrai que tu nous as dit que ça avait été un combat, et notamment pour faire en sorte que, par capillarité, tes collaborateurs, comprennent, et deux, s'approprient en fait cette inspiration que tu as eue. Comment est-ce que finalement, au bout du compte, tu as décidé d'arrêter? Et finalement, qu'est-ce qui a été... alors c'est marrant parce que juste avant notre arrivée dans la salle, on parlait du fait de faire des choix, et je te disais, choisir c'est renoncer. Non, tu m'as dit non, choisir c'est préférer. Oui, c'est préféré parce que renoncer, ça voudrait dire qu'on met un terme en fait à un projet, à une idée, et en fait, faut laisser peut-être le temps parfois aux idées de mûrir, parce que les choses se font pas forcément à la vitesse à laquelle on souhaite. Donc, on va préférer. Et là, moi, j'ai préféré écouter mon entourage. Il y avait quand même un risque, et ce risque, c'était la violence en fait. De la prison, parce que sur les derniers mois, à chaque fois que j'allais voir Jésus, ça se terminait par des tensions physiques. Donc, il y avait les gardiens qui débarquaient alors, il s'en est jamais pris à moi, mais par contre, il s'en prenait au monde en fait. Et le monde pour lui, c'était le système judiciaire, etc. Et donc, il était violent avec les gardiens, et donc à chaque fois, après, il partait en isolement. Donc en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et puis c'était les menaces de l'autre détenu qui, quand je passais, alors après il a été muté, mais quand je passais dans la cour de promenade des détenus, c'était le doigt pointé avec ses amis. Je me suis dit, c'était gentil, mais faut pas que tu prennes trop de risques, parce que ma femme avait la trouille, donc je me suis dit ça sert à rien de se mettre en danger. Il y a un moment où donc c'est ça la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter, c'est que
il y avait un risque qui dépassait en fait le projet. Bon, déjà économiquement, voilà, mais c'était pas ça la raison numéro un. La raison numéro un, c'est que ça devenait dangereux. Voilà. Tu avais évoqué à cette occasion le principe de subsidiarité en disant ce qui m'a aussi beaucoup apporté dans cette expérience, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait être vigilant sur ce qu'on pouvait demander, sur ce qu'on pouvait donner et sur ce qu'à un moment il fallait accepter d'arrêter en fait. Et est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ça? Le principe de subsidiarité, en fait, il y a le côté très très positif de cette délégation inversée où en fait on va descendre le niveau de décision, de responsabilité au plus près en fait de l'action. Du terrain. Et donc ça, c'est merveilleux parce que ça permet vraiment de faire émerger les talents des collaborateurs, de découvrir C'était par exemple ce côté capacité à transmettre et à former de ce collaborateur qui intervenait dans la prison. Par contre, il faut toujours être en veille pour intervenir si jamais on sent que le collaborateur se met un peu en danger parce que ça peut après avoir un effet inverse. C'est-à-dire que voilà, une subsidiarité mal suivie, je ne veux pas dire contrôlée, ce n'est pas une question de contrôle de ce qui est fait, mais c'est mal suivi. On est là justement, c'est la notion du serviteur. Le serviteur, il doit être vigilant, il doit observer pour pouvoir se mettre au service du collaborateur pour l'aider à dépasser une difficulté. Et parfois, c'est pas possible. Et donc, reprendre la main. Reprendre la main parce que c'est plus possible. Et là, les effets sont inverses. C'est-à-dire que ça le met en danger et ça le met en souffrance. Donc, il ne faut pas aller trop loin non plus. Il faut savoir, justement, garder cet équilibre. Parce que c'est bien de dire subsidiarité et on met en place cette subsidiarité puis on ne fait plus rien et puis tout se passe très bien. Ben non, il faut être là, être vigilant et toujours c'est cette notion de serviteur, c'est être là pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc créer les conditions, les outils, donc la formation, mais aussi reprendre la main quand ça ne va pas bien. Alors un autre axe de lorsqu'on a préparé donc cet entretien, tu arrives aujourd'hui donc à une étape de ta vie professionnelle où la transmission devient une vraie question. Et justement, sur quel socle tu vois cette transmission en tant que leader inspirant? Alors, évidemment, comme dans toute entreprise, j'ai au tout départ, lors de ma première reprise, c'était une quinzaine d'années, je me suis posé la question justement et c'est ça qui est intéressant quand on reprend une entreprise, en fait, potentiellement, on choisit l'activité, on choisit par rapport à ce qu'on pense être bon pour soi et ce qu'on peut apporter au monde. Donc, discernement. Et ce discernement, il est important parce que après, ça va conditionner tout le reste. Et moi, j'ai choisi de changer complètement d'univers. J'étais plutôt dans un univers financier et je suis passé dans l'électronique et le développement logiciel. Donc, je me suis formé à ça pour être capable de à la fois comprendre et aussi vendre, défendre les solutions et les produits. Et à ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit où j'étais sûr de moi et en fait, je voulais être tout seul. Et je voulais surtout pas avoir d'associés. Voilà, je voulais être tout seul parce que voilà, peut-être un peu trop d'ego, mais je pensais que... Puis voilà, j'avais fait des formations, on m'avait dit, voilà, prenez plutôt des bons managers, mais gardez la main sur le capital notamment. Voilà. Donc tout seul. Et j'ai jamais regretté ça. Vraiment, j'ai jamais regretté. Et je me suis jamais vraiment senti seul. Pourquoi ? Parce que
j'ai toujours beaucoup partagé avec mon entourage, avec ma femme, tous mes sujets professionnels, et elle aussi entrepreneur. Donc en fait, on se partageait nos décisions, donc on s'est toujours en fait épaulé l'un l'autre. Le Christ, parce que en fait, lui aussi m'a beaucoup aidé, parce que en fait, toutes mes décisions, je les remets dans la prière. Et après, à moi de voir ce qui me conseille de faire, et puis ou pas. Et puis, donc, je pense qu'on est, quand on s'ouvre aux autres et quand on remet dans la prière en fait ces décisions, on n'est pas si seul que ça. Il y a eu les EDC après, bon. Et puis, j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai jamais imaginé au tout début que je partagerais en fait le capital de mon entreprise avec mes collaborateurs. C'était pas du tout dans mes plans. Et progressivement, et ça c'est vraiment les EDC, m'ont amené à réfléchir à ça et me dire, mais en fait, ces aventures de prison, d'expériences, de lancement de projets, projets internationaux, etc. En fait, c'est avec mes collaborateurs que je le vis. C'est pas avec mes enfants. Et donc, là aussi, c'est pas venu de moi. Mais peut-être que, voilà, si je suis pas toujours très rapide, en fait, je suis à l'écoute et curieux, et donc j'ai des collaborateurs proches qui m'ont dit un jour, je voulais leur mettre en place en fait un bonus pour les motiver, parce qu'ils vraiment ils bossaient bien, et donc bon, moi je commence à bâtir un truc un peu compliqué sur Excel, et puis je leur propose, et puis ils me disent bah non ça va pas, c'est pas. Et à un moment, d'ailleurs c'était le fameux Charles qui prend la parole et qui dit mais Pierre, en fait vous n'avez rien compris. En fait, nous, c'est pas l'argent qui nous intéresse. Et c'était que des jeunes qui étaient mariés pour certains, mais débutants dans la vie professionnelle. Et non, nous, c'est pas l'argent qui nous intéresse. C'est le projet. Est-ce que vous seriez ouvert à ce qu'on puisse rentrer au capital de l'entreprise? Et alors là, j'avoue que j'y avais pas pensé. Et je leur ai dit tout de suite, de tout de go, sans réfléchir, je dis bah oui. Et donc j'ai mis en place un processus d'attribution gratuite d'actions. Et là, je me suis aussi planté. Parce que toujours, en bon financier, je me suis dit, bon, attribution gratuite d'actions, je leur donne, donc je me dilue. On va mettre quelques critères quand même, qu'on atteigne un palier de ça. Et puis je me suis dit, on va faire simple, on va mettre un palier de chiffre d'affaires. Et en fait, voulant faire simple, en fait, non, c'est pas simple. Et en fait, le Covid est arrivé, et en fait, les paliers, ils n'ont pas été atteints. Et donc, c'est là que je me suis dit, en fait, vous voyez, tout ça, ça se fait progressivement. J'ai remis en place un plan sans critères. Simplement la fidélité. Il faut que vous soyez quand même présent dans l'entreprise. La fidélité. Et donc là, ça a marché. Donc j'ai attribué des actions gratuites. Et puis après, je me suis dit, bah ouais, c'est bien, mais en fait, là, moi, j'ai choisi des personnes. Mais si on laissait les personnes choisir l'entreprise, et donc j'ai décidé d'ouvrir à tous les salariés. Et là, on se rend compte que tout le monde n'est pas prêt, tout le monde n'a pas envie. Et là, c'est la notion de serviteur aussi. Je pense que nous, dirigeants, entrepreneurs, on a un devoir de formation, d'instruction, d'éducation de nos collaborateurs à des principes économiques de base. Parce que c'est pas simple. Et en fait, il faut faire de la pédagogie pour leur expliquer voilà ce que ça entraîne, les risques, etc. Parce que rentrer au capital d'une PME non cotée, non valorisée, voilà, c'est pas si évident que ça. Les gens, il y en a qui sont très modestes. Voilà, on n'est pas une entreprise avec que des développeurs. On a aussi des câbleurs qui sont des gens plus simples. Donc, il faut, un, expliquer, et deux, décider de rendre accessible le projet à tout le monde. Et puis après, c'est eux qui choisissent. Et ça, je pense que ça ouvre justement à cette perspective de transmission.
Et l'autre jour, je courais en forêt avec un de mes fils, que je sais, que je sais être intéressé par mon activité. Et je lui dis, tu sais, Louis, donc j'avais présenté le projet à ma femme et mes enfants, leur dire, ben voilà, je veux ouvrir le capital aux salariés, etc. Et voilà, ils étaient tous d'accord. Et je leur dis, tu sais, Louis, hein, sois vraiment complètement libre. Hein. Si tu as envie de rejoindre l'entreprise un jour, tu la rejoins. Si tu veux pas la rejoindre, tu la rejoins pas. Moi, de toute façon, ce qui compte aujourd'hui, c'est la pérennité de ce que j'ai construit, et je l'ai construit avec les collaborateurs. Donc si tu veux devenir un collaborateur de l'entreprise, et ouais, peut-être que tu auras aussi cette chance d'avoir un peu de capital, voire plus que les autres, mais tu ne seras pas tout seul, et tu seras avec... Il y aura une équipe qui sera là, et qui sera là bien avant toi, et qui aura été associée. Voilà. Et enfin, et je termine, et je suis aussi, c'est mon projet, je dirais, c'est le next step, c'est de transmettre l'immobilier de l'entreprise dont je suis propriétaire aux collaborateurs, parce que en fait, je me suis dit, bon, voilà, faire rentrer au capital, c'est prendre un risque, je l'ai un peu évoqué, les faire rentrer ou devenir un peu propriétaire de l'immobilier, ça pondère un peu ce risque, et je dirais à chaque mois qui passe, on rembourse un peu la dette de l'immobilier, et donc on devient un peu plus propriétaire du bâtiment. On ne sait pas ce qu'il vaudra dans 10 ans, mais au moins ça pondère un peu le risque, donc je me sens un petit peu plus légitime à les embarquer dans cette aventure d'actionnariat salarié qui en soi, et vous le savez tous, une entreprise, une PME, ça peut aller bien, il peut y avoir du Covid, ça peut aller moins bien, et une entreprise qui peut valoir une certaine somme, un jour, elle peut valoir zéro, et il y a des entreprises qui disparaissent tous les jours. Donc, il y a quand même cette responsabilité vis-à-vis de... Voilà, donc la transmission, j'ai évoqué là donc cette transmission au sein de l'entreprise, j'ai évoqué cette histoire familiale, pour pas non plus déposséder ce que j'ai construit pour mes enfants, même si je j'ai pas besoin de comment dirais-je de m'assurer que cette entreprise restera dans la famille. Ce qu'il faut, c'est que l'entreprise elle reste dans les mains de ceux qui la font vivre en fait. On sent vraiment un cocktail à la fois de cohérence et d'inspiration. Inspiration, on l'a bien vu par le projet des prisons. Cette transmission qui est un peu inédite aussi, un peu inspirante. Et c'est vrai qu'ouvrir le capital, c'est aussi être cohérent. Et on sent finalement que, tu disais, j'ai pris le temps d'écouter avant de décider. Et c'est vrai que ça transpire dans ces deux exemples. Ouais, je pense que en fait, si on veut avoir la confiance de son entourage, ça présuppose être cohérent en fait soi-même. Et quand, comme vous tous, on rejoint les EDC, on recherche justement on parle d'alignement, cet alignement entre ce qu'on est, ce qu'on vit, ce en quoi on croit. À tout moment, cette cohérence en fait se voit, et elle se voit et elle inspire la confiance, et derrière c'est alors comme on dit dans la finance, c'est un levier incroyable. En fait, ça ouvre sur un potentiel incroyable. Le potentiel dans l'entreprise, c'est pas être bien sur son marché avec des bons produits, des bons prix. C'est le potentiel des personnes qui la composent. Et on se rend compte que dans tous les métiers, dans toutes les activités, il n'y a jamais de défaite. Il y a un potentiel avec les personnes qui la composent, qui est comme un terreau à entretenir, à faire fructifier, à enrichir en permanence. Mais oui, cette cohérence, en fait, je pense que c'est un peu la raison, en fait, derrière de la confiance qu'on arrive à créer dans l'entreprise, qui permet après d'entreprendre des projets. Alors, tu as parlé là, à l'instant du terreau, de la fructification, et tu nous as même parlé du jardin.
en nous disant qu'une entreprise, c'était comme un jardin et qu'il fallait être constant et cohérent dans son entretien parce que cette équipe, en fait, elle se jardine pour pouvoir fructifier. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais ? Eh bien, en fait, moi, j'aime beaucoup jardiner, mais on se rend compte que, en fait, un jardin, quand on s'en occupe pas, ça part vite dans tous les sens. Alors, ça peut être sympa d'être un peu, voilà, des fleurs qui poussent un peu n'importe comment. Mais bon, on se rend compte que quand on en a parlé aux assises, hein, quand on veut du fruit dans la vigne, il faut émonder. Hein. Sinon, à bout d'un moment, la vigne, elle va s'appauvrir. Donc, il faut entretenir. En fait, il faut entretenir la vigne. Eh bien, de la même façon, dans l'entreprise, si on ne s'occupe pas de ses collaborateurs, si on ne s'occupe pas des conditions dans lesquelles ils travaillent, et si surtout on ne s'intéresse pas à eux, et c'est ce que j'ai dit aux assises, en fin d'assises, en fait, bon, pour nous, c'est très audible, mais si on n'aime pas ses collaborateurs, si on ne prie pas pour eux, en fait, on ne crée pas ce terreau favorable. Donc, l'entretien, pour moi, du jardin, ça commence par l'amour. Alors, on peut appeler ça de l'amitié professionnelle, bon, pour pas qu'on choque les plus laïcs autour de nous, mais réellement, si on aime ses collaborateurs d'un amour vrai et authentique, eh bien, on ne met pas en place les conditions pour que le jardin, après, donne de belles fleurs, soit beau. Et, donc oui, l'entreprise, c'est un jardin. Je discutais hier avec une journaliste économique et je lui disais, mais en fait, la vie des gens, elle passe par le travail. Donc les gens en action dans leur entreprise, c'est une grande partie de leur vie. Et cette vie-là, on la partage avec eux. Donc, si tous ces moments ne sont pas cultivés, choyés, avec, bon, voilà, parfois il faut couper des branches, voilà, et parfois il faut mettre un peu d'engrais. Si on ne s'en occupe pas comme d'un jardin, derrière, c'est vrai que ce qui peut prendre le dessus, c'est tout ce qui ne va pas bien. Et c'est ce on met souvent en lumière. Mais aujourd'hui, dans notre pays, s'il y a bien un lieu où des gens peuvent avoir des moments de paix, d'amitié, de joie, moi, je suis convaincu que c'est bien dans l'entreprise. Et c'est tous les jours en plus. Tu évoquais même un exercice en fraternité. Est-ce que tu peux aller plus loin sur cette question de la fraternité ? En fait, on est bien au-delà du manager. Enfin non, c'est vraiment cette notion de cohérence, mais je pense que vous le faites. Hein, je ne suis pas seul à le faire. En fait, quand on rencontre des enjeux, je ne parle pas de difficultés, des enjeux, des choix à poser, eh bien, on va décider moi, je décide de les remettre dans la prière. Pour me faire guider par l'Esprit Saint sur justement le bon choix et puis après sur la décision qui est à prendre. De la même façon, je dirais que avec je ne sais plus ce que je voulais dire, mais l'inspiration de l'Esprit Saint. La prière. Ouais, la fraternité. De la même façon, il y a des moments en fait où la vie de nos collaborateurs rejoint en fait leur travail et leur vie personnelle les bouscule, donc les rend plus forcément disponibles, concentrés, entreprenants, joyeux. Et donc, je pense que ça, il faut le percevoir. Il faut aller à leur rencontre dans ces moments-là. Et dans ces moments-là, moi, je n'hésite pas à leur dire que je prie pour eux. Et c'est des moments, voilà, c'est pas non plus tous les jours. Je vais pas
voilà, je fais pas le signe de croix sur le front de tous mes collaborateurs tous les matins. Par contre, quand ils ont des moments dans leur vie, des drames familiaux, des enfants qui leur posent je leur dis, tout simplement. Et d'ailleurs, qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est plutôt pas, qu'ils soient musulmans ou... j'ai un certain nombre de collaborateurs musulmans pratiquants, et ça m'est arrivé de dire à un de mes collaborateurs pendant le Covid, qui avait perdu 2 oncles, je lui ai dit que je priais pour lui. Et donc, il s'est mis à pleurer à ce moment-là. Et j'ai senti cette fraternité qui nous liait. Et je me suis dit, on est vraiment frères en humanité, là, dans l'instant. Et donc, ce qui est important, et ça, c'est moi, c'est vraiment aussi ce qui me guide, c'est vraiment d'agir assez spontanément, sans calcul. Et derrière, on est dans un pays laïque, etc. Mais bon, moi, ça m'empêche pas d'être ce que je suis, je le cache à personne, et je cherche pas à les convaincre de devenir chrétiens. Mais par contre, ça ne m'empêche pas de leur dire que je prie pour eux. Et ça, c'est toujours bien accueilli. Et ça, c'est vraiment la fraternité en action. Je pense, moi je le vois comme ça, c'est une des orientations que j'ai souhaité proposer au mouvement au tout début de mon mandat, parce que la fraternité à tous les niveaux, dans le mouvement, dans l'entreprise, c'est ce qui nous relie les uns aux autres. Alors, d'habitude, en conclusion d'une matinale, on pose toujours la question, et quelle est la place de Dieu dans votre vie ? Je crois ça a transpiré à travers nos échanges. Moi, donc, du coup, j'aurais une autre question. Il est quasiment 9h. On va tous repartir dans notre quotidien, dans nos problèmes, dans nos joies aussi d'entrepreneurs. S'il y avait un truc que tu aurais envie de nous dire et avec lequel on peut partir et qui peut être inspirant pour nous pour cette journée, ce serait quoi ? Ce que j'ai dit à la fin de la messe des Assises, je le crois vraiment. Vraiment, je pense que c'est vraiment la clé. J'ai dit à la fin des Assises, si vous voulez, alors c'était le lien avec le thème, si vous voulez réenchanter le travail, commencez par vous convertir. Et cette conversion, eh bien, c'est commencer par aimer ses collaborateurs et à prier pour eux. Donc, moi, si j'ai un message, si on aime les gens avec lesquels on est et qu'on prie pour eux, ça met en œuvre un processus de conversion qui, derrière, fait rentrer le Christ dans notre vie et en surabondance. Et derrière, alors les fruits, on ne les mesure pas, mais ils sont bien là. Et on a besoin de ça parce qu'il y a aussi des combats, mais les grâces sont toujours supérieures aux combats. Donc aimer ses collaborateurs et prier pour eux. Merci Pierre. On se donne il y a un petit temps d'échange ou de questions. Il nous reste 7 minutes de temps de questions pour ceux qui souhaiteraient poser une question particulière à Pierre. Pardon. Et le micro ne se promène pas, donc il faut parler fort. Quoi la différence
En fait, j'ai fait les deux. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai donné, quand on donne, on choisit. J'ai pas donné à tout le monde. Et après, j'ai ouvert le processus inverse où c'est l'autre qui choisit et pas moi. Mais par contre, je l'ai ouvert à tout le monde. Et Arnaud, qui est là, m'a parlé de ce qu'il avait fait dans son... Je suis pas loin d'être tout seul à faire des belles choses. Enfin, je pense à Arnaud en particulier parce qu'on a eu cette conversation. Et il m'a dit, tu sais, moi, j'ouvre le processus tous les ans. Et moi, je n'avais pas pensé à ça. Et je n'avais pas pensé que, en fait, quand on met en place ça, quand on donne des actions, c'est un acte unique. Quand on ouvre, c'est aussi à un moment donné. Mais à ce moment, il y en a qui n'ont pas forcément les moyens. Et puis, il va y avoir des nouveaux. Et pourquoi on ne donnerait pas cette possibilité à ceux qui rentrent après? Et donc, j'ai aussi mûri grâce à Arnaud, et je me suis dit, c'est le côté curiosité et écoute. On va ouvrir, alors pas tous les ans, parce qu'on est moins nombreux que chez Arnaud, mais tous les 3 ans, on ouvrira une autre porte pour que ceux qui n'ont pas pu, ou les nouveaux, puissent rentrer, pour ne pas figer. Mais oui, il faut combiner en fait les deux mécanismes. En fait, moi, je ne suis pas du style à vouloir garder des liens avec des héritiers, etc. Donc, le collaborateur quitte l'entreprise, il y a un processus de vente automatique. Moi, je m'engage à racheter à un prix qui est défini, enfin, une méthode de calcul définie. Et voilà, comme ça solde le sujet à ce moment-là. Non, franchement non. Et je dirais que mes collaborateurs les plus proches, enfin, les managers de l'entreprise, sont athées et musulmans. Donc voilà. Les plus proches, ceux qui seraient entre guillemets peut-être un peu plus privilégiés dans l'information, dans la prise de décision, sont pas chrétiens déjà. Et quand j'ai été appelé à la présidence des EDC, dans mon discernement, évidemment familial, avec un ami prêtre, j'ai aussi demandé à mes collaborateurs. Et je ne leur ai pas demandé s'ils étaient d'accord ou pas, parce que pour moi, ça ne leur appartenait pas. Par contre, je leur ai demandé s'ils me soutiendraient. Parce que je savais qu'il y aurait je leur demanderais un engagement un peu plus. Et ils m'ont tous dit unanimement oui. Et il y a une chrétienne parmi ceux-là qui m'a dit « Pierre, je suis fier de vous ». C'est le seul moment où peut-être que voilà, il y avait un chrétien qui parle à un autre chrétien et qui m'a dit « Je suis fier de vous ». Mais sinon, après, il n'y a jamais eu voilà, de lien entre un chrétien et un autre chrétien. Ça ne s'est jamais produit comme ça. Et finalement, ceux qui me posent le plus de questions sur ma foi, c'est les musulmans. Merci. Une dernière question peut-être, question, Angelo. Pardon. Déjà, je pense que la première chose à leur dire, c'est qu'ils se trompent. C'est que le Christ s'intéresse à tous, tout le temps, chaque instant. Donc déjà, voilà, faut qu'ils prennent conscience de ça. Qui qu'ils soient, dans la situation dans laquelle ils sont, voilà, le Christ s'intéresse à eux et l'Esprit Saint est au service. Il suffit de le solliciter.
et le solliciter. Ça me fait penser à deux choses. C'est Mère Teresa, hein, qui, sollicitée par ses sœurs, qui était débordée par les demandes d'action, de service, en fait, demande à Mère Teresa, mais il va falloir qu'on arrête ou qu'on réduise les temps de prière. Et puis Mère Teresa qui leur a dit, puisque c'est ça, en fait, on va prier 2 ou 10 fois plus. Et puis, voilà, l'Esprit Saint pourvoira et nous aidera à trouver les solutions. Et c'est ce qu'elles ont fait. Donc, je pense que quand on se pose des questions, faut aussi, on est tous des dirigeants, des entrepreneurs, il faut entreprendre sa vie, sa foi, donc qu'ils essayent de prier un peu, un tout petit peu. C'est peut-être que juste quelques mots. Bonjour, c'est merci Seigneur, c'est voilà, tiens, je te remets cette décision pas facile, point. Déjà, ça commence comme ça. Et puis après, on peut aller plus loin et plus profondément. Ce qui est important, c'est... Enfin, là aussi, c'est moi. Je ne sais pas si je fais bien, hein, Xavier, mais à mon avis, c'est le rituel, c'est-à-dire d'être régulier. C'est-à-dire tous les jours. Tous les jours. Il faut une régularité. Après, les temps, ce qu'on fait, voilà, ça c'est une relation personnelle avec le Christ, mais déjà commencer à être régulier avec un petit temps consacré à sa relation avec le Christ, à mon avis déjà, ça c'est accessible pour tout le monde. Pour tout le monde.